Bonjour à tous. Le suicide, de par les conséquences tragiques qu'il induit, est un sujet tabou. Cependant, je pense que ce n'est pas parce qu'un sujet est tabou qu'il ne faut pas en parler. Surtout si on tente d'aborder le sujet avec délicatesse. Depuis que l'on enregistre les taux de suicide et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les taux de suicide des hommes et des femmes étaient relativement similaires. Mais à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, les hommes ont commencé à se suicider bien plus que les femmes. Et aujourd'hui, dans les pays occidentaux, les hommes ont en moyenne un taux de suicide de 3 à 4 fois plus élevé que celui des femmes. Comme si, pour les hommes modernes, les violences psychologiques avaient peu à peu remplacé les violences physiques. Dans cette vidéo, on va essayer de trouver une explication à ce phénomène inquiétant et peu mis en avant, en prenant en compte certains aspects de notre évolution, depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. C'est parti! Have you ever been through something and you don't know what just happened, but you know it was important to go through? This is that journey for me. Quelque part pendant la préhistoire, l'être humain va développer une capacité qui va grandement modifier son comportement, c'est la capacité de penser. Cela a eu certes des conséquences positives, comme le fait de pouvoir créer des outils ou de pouvoir mieux interagir avec son environnement, mais cela a aussi eu des conséquences négatives. Parce que quand vous avez été programmé pendant des millions d'années à être uniquement motivé par la peur, votre capacité de penser vous permet de comprendre que si vous tuez vos voisins, vous pourrez leur voler leurs ressources tout en vous assurant qu'ils ne vous tuent pas en premier. Le principe de la guerre venait d'être inventé. The violence that does break out can take the form of trying to actually exterminate a neighboring community. You would then be able to take over their resources, to take over their land, their cattle, perhaps even their women. La guerre étant un principe nouveau, la vie n'avait donc pas encore eu le temps de s'y adapter. Si bien que les hommes et les femmes y participaient. En effet, il n'est pas rare que les archéologues trouvent des preuves de femmes préhistoriques guerrières. Schulting's analysis indicates no one is spared from the bloodshed. This is an adult female skull. In Neolithic societies, it seems possible to think that women were not always just innocent bystanders. They may have actually been involved in the conflict and indeed fighting themselves. Cependant, on remarque que plus on avance dans le temps, plus le nombre de femmes participant aux guerres va continuellement diminuer. Pendant le Moyen-Âge, vous pouvez encore trouver quelques histoires de femmes guerrières, mais pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, c'est simple, le nombre de femmes soldats était extrêmement rare. Donc là, on peut se poser la question suivante. Pourquoi, en plusieurs centaines de milliers d'années, les hommes et les femmes ont continuellement évolué dans le but que ces dernières soient écartées le plus possible de ces guerres meurtrières? Et il n'y a pas besoin d'être un expert en biologie pour répondre à cette question. Si ça s'est passé de cette façon, c'est tout simplement parce que ce sont les femmes qui portent la vie. Et oui, la vie ne peut continuer que si les êtres qui la composent se reproduisent. Donc qu'importe notre espèce animale, comme ce sont les femelles qui portent la vie évoluera toujours dans le but de privilégier la survie des femelles. Toujours. Nous tentons d'oublier que nous sommes des animaux, mais la nature nous le rappelle, parfois cruellement. C'est pour cela que chez certaines espèces, comme par exemple les menthes religieuses ou certaines araignées, les femelles, pour garantir leur survie après l'accouplement, vont jusqu'à manger leur partenaire masculin. Si c'était l'inverse qui s'était produit, c'est-à-dire si c'était les mâles qui mangeaient les femelles après l'accouplement, ces espèces se seraient éteintes quasi instantanément. C'est aussi pour cette raison que dans la grande majorité des mammifères, quand il y a un conflit interespèces, ce sont les mâles qui vont se battre pour protéger les femelles. Comme c'est le cas par exemple pour certains loups, certains singes ou les humains. Si c'était l'inverse qui s'était produit, c'est-à-dire si c'était les femelles qui s'entretuaient pour protéger les mâles, alors ces espèces se seraient éteintes quasi instantanément. Comme ce sont les femelles qui portent la vie, les mâles sont sacrifiables. Les femelles, non.
Il y a donc là quelque chose de primordial à assimiler pour mieux comprendre les rapports hommes-femmes ainsi que tous les rapports mâle-femelle en général, c'est que la nature est profondément matriarcale. Qu'importe notre espèce animale, on évoluera toujours dans le but de privilégier la survie des femelles. Toujours. Donc là, à ce stade de la vidéo, il se peut que vous trouviez que ce que je dis est tout à fait logique. Cependant, c'est aussi tellement différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre qu'il se peut que vous vous sentiez confus face à ces faits biologiques avérés. Et je vous rassure tout de suite, c'est entièrement normal. Parce qu'à moins d'en prendre conscience, la nature nous rend victimes d'un biais que la langue française n'a jamais nommé et que j'ai donc dû nommer moi-même, qui est le biais de reproduction. Et comprendre le biais de reproduction est absolument crucial pour répondre à la question du titre de ma vidéo. Et pour comprendre ce biais, c'est très simple. Tout comme le très célèbre biais de négativité biaise notre perception en nous faisant plus remarquer les éléments négatifs que positifs pour augmenter nos chances de survie, eh bien le biais de reproduction biaise notre perception en nous faisant plus remarquer la détresse des femmes plutôt que la détresse des hommes pour augmenter nos chances de reproduction. Et si très peu de gens ont conscience de ce biais de reproduction, c'est parce qu'il n'y a qu'un pourcentage restreint de la population qui l'a remarqué et qu'il n'y a absolument personne qui a pris le temps de le nommer. En fin de compte, on finit par nommer ce qu'on remarque, mais l'inverse est aussi vrai. On remarque ce que l'on nomme. Alors est-ce que finalement, on ne reste pas un peu aveugle à ce que l'on ne prend pas la peine de nommer? Et donc, pour mieux comprendre la complexité des rapports hommes-femmes, je vous invite vraiment à rajouter le terme biais de reproduction à votre vocabulaire. Moins on a de mots pour s'exprimer, moins on a d'outils pour penser. Moins on a de mots, moins il est possible de construire des raisonnements complexes ou des raisonnements nuancés. Avoir du vocabulaire, c'est d'abord être en mesure de désigner précisément les choses, de renseigner précisément. Et avant de passer à la suite de cette vidéo, il faut que j'introduise un courant de pensée qui a grandement dégradé la vie des hommes et des femmes. Je parle bien sûr du féminisme idéologique. Bien évidemment, il faut savoir dissocier le féminisme, qui a un effet positif pour les femmes et la société, et le féminisme idéologique. Alors, pour savoir comment je fais pour dissocier ces deux courants de pensée, vous allez le découvrir tout le long du restant de cette vidéo. Et donc, pour revenir à ce que je disais juste avant, le problème, c'est qu'à cause du biais de reproduction, ou plutôt devrais-je dire à cause de l'inconscience du biais de reproduction, vous avez la majorité des personnes qui vont facilement adhérer à ce féminisme idéologique ayant des conséquences terribles pour les individus. Je vais vous donner quelques exemples. Premier exemple. Les féministes idéologiques adorent répéter que les femmes sont oppressées parce qu'elles gagnent jusqu'à 20% de moins que les hommes à poste égal. Bien évidemment, c'est complètement faux. Mais alors, pourquoi est-ce qu'elles peuvent penser ceci? Pour faire très simple, et comme je l'ai dit en début de vidéo, les hommes étant sacrifiables, ce sont les hommes qui vont avoir le plus tendance à être des preneurs de risques dans leurs projets. Et parmi eux, qu'ils soient bien ou mal intentionnés, beaucoup vont échouer et très peu vont réussir. Mais ceux qui réussissent peuvent connaître des gains financiers absolument colossaux. Et cette minorité d'hommes va complètement faire exploser la moyenne des salaires des hommes, donnant ainsi cette illusion que les salaires des hommes sont plus élevés que les salaires des femmes. D'abord, on compare le salaire moyen de tous les hommes, ou devrais-je plutôt dire la moyenne des salaires de tous les hommes, en regroupant tous les métiers possibles et imaginables, c'est-à-dire qu'on rassemble le caissier Aldi, le gitan du PMU qui travaille à la fête des loges, Xiping qui a récemment ouvert une épicerie et Bernard Arnault dans le même groupe des hommes, on additionne tous leurs salaires et on divise par leur nombre pour obtenir la moyenne, puis on fait la même chose pour le groupe des femmes et on compare les deux. Donc on nous présente une différence de salaire alors qu'on ne tient compte ni du métier, ni du temps de travail, ni du diplôme, ni de l'expérience, etc., etc. Après, vous avez des féministes idéologiques qui vont vous dire que, si, même à poste égal, les femmes gagnent moins que les hommes. Alors, je suis désolé de le dire, mais ça, c'est complètement ridicule de le penser. Par exemple, personnellement, avant que je ne démarre ma formation de scaphandrier, j'ai pas mal enchaîné les missions d'intérim et je gagnais en général 10,57 € de l'heure. Eh bien, les nanas qui travaillaient avec moi ne gagnaient pas 8 € et quelques de l'heure. Elles gagnaient aussi 10,57 € de l'heure.
Et pareil quand j'étais cadre ou employé en entreprise. Les nanas qui avaient le même poste que moi gagnaient exactement le même salaire que moi. Si les femmes avaient réellement un plus petit salaire que les hommes à poste égal, alors les patrons se mettraient à embaucher que des femmes. Vous savez, la machine économique est une machine relativement neutre. Donc si les patrons avaient la possibilité d'embaucher des gens aux mêmes compétences, aux mêmes diplômes, à la même capacité de travail et tout le reste, donc vraiment à égalité, et payer des gens 10% moins cher, je vous garantis que les hommes auraient du souci à se faire sur le marché du travail. Tous les patrons, la machine capitaliste, n'a pas de cœur, n'a pas de sexe, n'a rien du tout. Ils embaucheraient, mais vraiment, de partout que des femmes. Donc. Et d'ailleurs, je vous invite à faire exactement le même exercice que je viens de faire. Observez les femmes autour de vous et dites-moi si vous en trouvez une qui gagne moins que l'un de ses collègues masculins à poste égal. Je ne vous demande pas de me répéter ce que vous avez l'habitude d'entendre et qui s'est ancré dans votre cerveau. Je vous demande d'observer avec vos yeux le monde réel autour de vous. Et vous vous rendrez compte qu'en effet, à part quelques rares exceptions près, vous ne trouverez pas de femme qui gagne moins qu'un homme à poste égal. Le moyen le plus efficace pour connaître la vérité dans le présent, ce n'est pas d'écouter ce que les gens ou les médias racontent. C'est tout simplement d'observer le monde tel qu'il est. Cela peut paraître évident dit comme ça, mais c'est pourtant quelque chose que très peu de gens font. The reason psychologically why feminism seems to be such a comfortable, warm blanket emotionally for so many people, men and women alike. And it's so comfortable that it will make them not see things that are right in front of their face. Alors pourquoi existe-t-il autant de gens qui croient si facilement qu'il existe un écart salarial entre les hommes et les femmes? Eh bien, comme je l'ai dit juste avant, c'est en grande partie à cause de notre biais de reproduction, ce biais qui modifie notre perception et qui va attirer notre attention sur la détresse des femmes, et ce, même si cette détresse est complètement fictive. Comme la nature est matriarcale, les hommes sont généralement programmés pour protéger les femmes, et les femmes sont généralement programmées pour se protéger elles-mêmes. C'est comme ça. Vous n'êtes toujours pas convaincu par la puissance de ce biais sur notre cerveau? Très bien, je vous donne un deuxième exemple. Les féministes idéologiques adorent dire que si les femmes ont obtenu le droit de vote qu'en 1944, c'est parce qu'au préalable, elles étaient oppressées par la domination masculine. Bien évidemment, là aussi, c'est complètement faux. Tout d'abord, il faut bien comprendre une chose, c'est que le contexte du passé était complètement différent de notre contexte actuel. Nous sommes une génération qui ne connaît la guerre qu'à travers un poste de télévision ou un smartphone. Alors qu'avant la Seconde Guerre mondiale, rien qu'en France, il y avait une guerre minimum tous les 30 ans. Donc forcément, la façon de s'organiser des hommes et des femmes pour augmenter leurs chances de survie et de reproduction était bien différente de celle d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a facilement tendance à regarder dans le rétroviseur du passé avec notre œil moderne. Et donc avec la cargaison de nos représentations morales qu'on voudrait pouvoir plaquer à des époques et à des contextes qui n'avaient pas du tout la même configuration. Donc, faisons un petit rappel d'histoire. En 1789, suite à la Révolution française, la France met un terme à la monarchie absolue et met en place la Déclaration des droits de l'homme. Comme les femmes n'étaient pas incluses, on pourrait y voir là une preuve de l'oppression masculine. Cependant, on peut ne pas faire la même erreur que les féministes et la quasi-totalité des historiens font et se rappeler que les hommes ont certes obtenu des droits, mais que ces droits étaient accompagnés par des devoirs. Et les hommes étant sacrifiables, parmi ces devoirs, il y avait le devoir de protéger sa famille et sa communauté en cas d'attaque de l'ennemi. Donc il était totalement juste dans le contexte de guerre de l'époque que les hommes aient des droits pour qu'ils puissent au mieux répondre à leurs devoirs. There are these things called duties and things called rights. And to have a duty, it necessarily entails having a right. The rights granted people generally facilitate their ability to perform their duties. And if one has no such duties, the rights required to fulfill them are not only unnecessary, they might actually, in some situations, be detrimental to the ability of others to fulfill their duties to you. If you have a duty to protect yourself and others,
You must have the right to make decisions for yourself and those you protect, and a right to place yourself in danger. If you don't have those duties, you don't need the rights attached to them. In fact, you having those rights may actually interfere with the ability of others to provide you the entitlements you enjoy. Ce modèle politique qui avait été mis en place, les femmes en étaient les plus grandes bénéficiaires. Et c'est normal. La nature étant matriarcale, elle nous fait avoir des comportements qui vont nous pousser à privilégier la survie des femmes. C'est comme ça. Historically, all of these things, provisioning, protection, and support, were female entitlements. Dans le contexte de guerre du passé, il était complètement normal que les femmes n'aient pas le droit de vote en 1789, tout comme il était totalement normal que les femmes obtiennent le droit de vote en 1944. En effet, comme la Seconde Guerre mondiale a été suivie par une longue période de paix, la majorité des hommes se sont enfin retrouvés libérés de leurs devoirs militaires et il était donc devenu normal à ce moment-là que les femmes obtiennent les mêmes droits que les hommes. Notre évolution politique, historique et culturelle ne sont qu'une continuité de notre évolution biologique. When men got the vote, and for a long time prior to that actually, they were obligated to serve their countries if need be, through military conscription, and they were obligated to serve their communities through civil conscription. When women got the vote, there was no reciprocal obligation placed on them. Comprenez bien ceci. Qu'importe notre civilisation, qu'importe notre époque, les hommes ne dominaient pas les femmes dans un système patriarcal. Non. Les hommes s'organisaient et se sacrifiaient pour que les femmes vivent et ainsi assurer la pérennité de la communauté. On s'était battu pour défendre les provisions qui nous permettraient de passer l'hiver, pour protéger la vie des femmes et des enfants, de tous ceux qu'on aimait et qui se trouvaient à quelques mètres. Donc, si je viens de développer ces deux exemples, l'écart salarial et le droit de vote des femmes, c'est parce qu'ils font partie des principaux étendards du féminisme idéologique. Mais des exemples de ce style, j'aurais pu en développer tellement plus. Et ce que je trouve tragique, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des millions de personnes qui vont porter ces étendards du féminisme idéologique en étant convaincus qu'ils agissent pour le bien de toutes ces femmes victimes du patriarcat, alors qu'en réalité, tous ces gens ne se rendent pas compte qu'ils sont en fait victimes de leur ignorance, de leur conditionnement et de leur inconscience de leur biais de reproduction. Et de surcroît, tous ces gens n'ont aussi pas du tout conscience que leur adhésion facile à cette idéologie peut avoir des conséquences terribles pour une population. Pour faire le lien avec le titre de ma vidéo, le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à une époque où les hommes et les femmes ont conservé leur biais de reproduction dans un monde où ce biais n'a plus autant de pertinence que dans le passé. Et donc, au lieu de protéger les femmes d'une guerre réelle, on se retrouve à protéger les femmes d'une guerre d'oppression masculine fictive, amenant ainsi les hommes à se faire diaboliser pour des raisons fictives. Et là, il y a un autre très gros facteur à prendre en compte. Parce que les hommes et les femmes sont certes des êtres capables d'aimer, mais ce sont aussi des êtres qui ont besoin d'amour. Et d'ailleurs, le besoin d'amour est en expansion. Alors, je ne peux pas faire un résumé à chacune de mes vidéos de ce qui m'a poussé à penser ceci, mais si ça vous intéresse, je vous invite à regarder cette vidéo où j'explique tout en détail. Qu'on a autant besoin d'amour et de sécurité que nous avons besoin d'air pour respirer. Un bébé qui ne reçoit pas du tout d'amour meurt. Et le très gros problème, c'est que les hommes d'aujourd'hui, au-delà de leurs imperfections, se font diaboliser de plus en plus pour des raisons fictives, et ils sont donc aussi de moins en moins aimés pour ces mêmes raisons fictives. Et ce décalage grandissant entre ce besoin d'amour en expansion et cet amour reçu de plus en plus bas va amener beaucoup d'hommes à connaître des difficultés affectives et psychologiques qu'ils ne connaissaient pas dans le passé. But perhaps there is something wrong with our expectations of men in society. Alors, bien évidemment, ce qui peut pousser un homme à commettre un acte irréparable ne peut pas se résumer à ce que je viens de dire. Mais le problème,
c'est que pour n'importe quelle difficulté qu'un homme peut rencontrer, difficultés familiales, difficultés financières, difficultés sociales, etc., un homme ne pourra que très peu bénéficier d'une aide extérieure. Pour vous donner une image, c'est comme si notre biais de reproduction et ce féminisme idéologique qui l'a fait naître étaient devenus une couche de glace empêchant les hommes à trouver des solutions à une partie conséquente de leurs problèmes. Et donc des hommes peuvent facilement avoir cette sensation de n'avoir aucun moyen pour que leur situation ne s'améliore, et parmi eux, certains peuvent malheureusement connaître une détresse psychologique absolument immense. I believe if we want to honestly discuss gender equality, we need to invite all voices to the table. Yet this is not what is happening. Men's groups are continually vilified, falsely referred to as hate groups, and their voices are systematically silenced. If I could give advice to anyone in our society at large, we have to stop expecting to be offended, and we have to start truly, openly, and sincerely listening. Voilà. Maintenant, vous savez pourquoi les hommes se suicident plus que les femmes, et en plus, vous savez pourquoi ce problème est complètement écarté par les mentalités de notre époque. C'est particulièrement triste, et aussi particulièrement révélateur des sociétés malades dans lesquelles nous vivons. Pour finir cette vidéo, il me semble judicieux de ne plus parler des conséquences néfastes du féminisme idéologique, mais plutôt de parler du vrai féminisme. Quand on comprend comment on fonctionne, il est très facile de repérer le vrai féminisme. C'est celui qui est connecté au réel. Et il y a une difficulté évidente que les femmes connaissent bien plus que les hommes, c'est le risque d'agression sexuelle. Un homme peut se servir de sa force non pas pour assurer la pérennité de l'espèce en protégeant sa communauté, mais pour assurer la pérennité de l'espèce en abusant le sexe opposé. Je sais très bien que si j'avais été une femme, je n'aurais pas pu autant avoir une vie de nomade et voyager dans 41 pays à ce jour comme je l'ai fait. D'où le nom de ma chaîne YouTube. Étant particulièrement attaché à ma liberté, ce risque d'agression et cette perte de liberté qu'aurait induit le fait d'être une femme m'aurait profondément affecté. J'ai pleinement conscience de ce problème que les femmes rencontrent, et la grande majorité des hommes ont aussi pleinement conscience de ce problème. Donc si vous agissez dans le but de protéger les femmes de ce type d'agression, sans pour autant mettre tous les hommes dans le même sac, bien évidemment que vous agissez pour le vrai féminisme. Aussi, il y a un autre très bon moyen pour être un ou une vraie féministe, c'est d'encourager les femmes à devenir des meilleures versions d'elles-mêmes. Mais attention, il faut savoir le faire sans pour autant se faire avoir par notre biais de reproduction que j'ai développé tout le long de cette vidéo. Pour comprendre là où je veux en venir, là aussi on va faire une petite remise en contexte du passé. Lorsqu'on comprend que les paradigmes moraux sont indissociables de certaines conditions matérielles de vie, on a plutôt tendance à s'abstenir de prononcer un jugement moral sur ceux qui nous ont précédés. Il faut bien comprendre que dans le passé et jusqu'au début du XXe siècle, faire survivre un enfant était un travail de tout instant. Alors les femmes ne pouvaient donc pas être à la fois les génitrices et les exploratrices. Alors que les hommes, de par leur sacrifiabilité, de par leur non-gestation, leur non-accouchement et leur non-allaitement, ont forcément pu être les premiers et les plus nombreux à développer des comportements visant à comprendre et à améliorer le monde dans lequel on vit. Si dans l'histoire, les femmes n'étaient pas aussi présentes que les hommes en art et en sciences, ce n'est pas parce qu'elles étaient oppressées. C'est tout simplement parce qu'elles ne pouvaient pas se permettre de s'y intéresser autant que les hommes. L'attention des femmes était essentiellement centrée sur la survie de leurs enfants. Mais on ne peut pas dire que le prix Nobel ait été, entre guillemets, sexiste dès l'origine. Parce que je vous rappelle que Marie Curie, il l'a eu en 1903. Et elle l'a eu 2 fois. Maintenant, si vous regardez des photos des laboratoires des années d'entre-deux-guerres ou bien d'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a très peu de femmes. Donc il y a un effet statistique. Mais comme durant le XXe siècle,
La sacrifiabilité des hommes nous a enfin fait arriver à une époque relativement confortable où le risque de mourir d'une guerre, d'un accident ou d'une maladie est devenu relativement faible. Eh bien, on peut prédire que les femmes, n'ayant plus à investir 100% de leur énergie à la survie de leurs enfants, vont continuer de faire émerger de plus en plus leur production scientifique et artistique. Et que dans quelques décennies, quelques siècles, quelques millénaires, je ne sais pas trop, le taux de production des femmes dans ces disciplines sera très probablement équivalent au taux de production des hommes dans ces mêmes disciplines. Et c'est un phénomène qui va se produire naturellement. Donc pas besoin de mettre des quotas à tout va ou à créer de la haine inutile entre les hommes et les femmes pour que ça se produise. Et si vous voulez vraiment accélérer ce phénomène, si vous voulez vraiment être une vraie féministe, le moyen le plus efficace n'est pas que vous allez dans la rue pour crier des slogans avec une pancarte. Le moyen le plus efficace est que vous soyez vous-même une productrice de projet. Notre démarche militante, je pense qu'elle est d'être créatrice et d'être de femmes qui écrivent et qui jouent et qui montent. J'ai pas besoin donc de l'appuyer ou de le revendiquer. Et donc en ça, j'espère qu'on donne l'exemple et l'envie à d'autres femmes de se lancer elles-mêmes et d'être créatrices. Le seul combat qu'on peut mener, c'est de continuer à faire ce qu'on fait, coûte que coûte, et sans essayer de pas mettre l'accent sur le fait qu'on est des femmes. Si vous qui regardez cette vidéo, vous êtes une femme et vous en avez marre d'entendre des personnes qui ont la bêtise de vous dire que vous ne pouvez pas faire telle ou telle chose parce que vous êtes une femme, comprenez bien que ce n'est pas réellement le fait d'être une femme qui sort du moule qui vous vaut des critiques. C'est le fait de sortir du moule qui vous vaut des critiques. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Donc au lieu de gaspiller votre énergie à jouer la victime ou l'oppressée, utilisez cette même énergie pour prouver à ces personnes qu'elles ont tort en fournissant les efforts nécessaires pour réussir votre projet. 私は強い。あなたたちより強い。すごく強い。ので、私はあそこの巨人どもを蹴散らすことができる。例えば一人でも。あなたたちは腕が立たないばかりか、臆病で腰抜けだ。とても残念だ。ここで指を加えたりしてればいい。加えてみてろ。Pour conclure cette vidéo, je dirais qu'il ne sert à rien aux hommes et aux femmes de rester aveugles aux problèmes et aux difficultés de l'autre sexe. Parce qu'une personne qui souffre, ça devient très rapidement une personne qui va faire souffrir d'autres personnes, hommes ou femmes. C'est pour cela que pour chaque problème, il est important de ne pas se focaliser sur les conséquences, mais plutôt sur les causes. Il ne sert à rien de se servir d'une cause louable pour anesthésier votre mal-être si au préalable vous ne prenez pas le temps de comprendre l'origine de ce que vous voulez défendre. Et ce que je viens de dire, vous pouvez certes l'appliquer pour les problèmes des relations hommes-femmes, mais vous pouvez aussi l'appliquer pour tous les problèmes de notre époque et de ceux à venir. J'espère que cette vidéo qui me tenait à cœur de réaliser vous a appris des choses et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ciao. In what sense is our society male-dominated? The fact that the vast majority of wealth is owned by men, the vast majority of capital is owned by men. Women do more unpaid labor. A very tiny proportion of men, and a huge proportion of people who are seriously disaffected are men. Most people in prison are men. Most people who are on the street are men. Most victims of violent crime are men. Most people who commit suicide are men. Most people who die in wars are men. People who do worse in school are men. It's like, where's the dominance here precisely? What you're doing is you're taking a tiny substrata of hyper-successful men and using that to represent the entire structure of Western society. This whole patriarchy thing, I think you have no idea how pernicious and dangerous it is. Well, no, I don't. I really don't. Go on. Throughout history have fundamentally cooperated to push back against the absolute catastrophe of existence. A terrible death rate, the probability of chronic starvation, early death, disease, the difficulty of raising children with all the death that was associated with that, and to look backwards in time and say, well, basically what happened was men took the upper hand and persecuted women.
in this tyrannical patriarchy is its absolutely dreadful misreading of history. It's a terrible thing to teach young women, and it's a horrible thing to inflict upon men.